3. C'est le nombre exact d'exemplaires d'un tout nouveau modèle de voiture vendu dans tout le pays l'année dernière. Pas 3000, pas 300, 3. Vous pouvez littéralement les compter sur vos doigts. Aujourd'hui, les concessionnaires font comme si de rien n'était, tandis que les quelques acheteurs qui ont payé plein pot sont assis sur ce qui pourrait devenir la pire décote de la décennie. C'est l'histoire de la pire vente de voitures neuves observée depuis des années. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au moment où je vous parle, des centaines de voitures neuves de 2026 prennent la poussière chez les concessionnaires. Des voitures qui, même en France, n'obtiendraient pas le sésame de sécurité que vous, en tant qu'acheteur, considérez comme acquis. Des voitures rappelées par les régulateurs quelques mois seulement après leur lancement. Des voitures où le constructeur vous force à brider la recharge pour ne pas qu'elle s'enflamme. Des voitures facturées 60 000 € avec des intérieurs bas de gamme. Aujourd'hui, je vais déshabiller le système de l'industrie mobile et vous montrer les 8 modèles sortis en 2026 que vous ne devriez jamais acheter. Ces choix ne sont pas une opinion. Ils sont basés sur des données de vente concrètes, des crash tests officiels, des rappels de constructeurs et des retours d'expérience clients documentés sur les premiers mois d'utilisation. Chaque déclaration est sourcée. Mais les chiffres ne mentent pas et ils racontent une histoire claire. À la fin, vous comprendrez pourquoi certains des plus grands noms de l'automobile battent en retraite face à la concurrence et pourquoi les voitures qu'ils ont déjà vendues pourraient être la pire décision financière de milliers d'acheteurs français. Ce n'est pas forfait garage déguisé, pas une offre d'abonnement, pas un kit d'accessoires surfacturé en rayon. C'est la mise à nu des flux financiers cachés. On a l'habitude de penser que plus c'est cher, mieux c'est. C'est faux. L'industrie facture souvent l'illusion de la qualité et du service. Prenez le marché français. On vous pousse vers le leasing, vers des LLD, des LOA. Pourquoi ? Parce que pour le constructeur, c'est de l'argent garanti tous les mois. Pour le concessionnaire, c'est une commission de plus. Et pour vous, c'est une dette, une voiture qui ne vous appartient pas, et un contrat qui vous lie. La thèse principale, c'est que l'industrie automobile mondiale est en train de se fragmenter et que les victimes collatérales sont les consommateurs qui font confiance trop tôt à des marques qui n'ont pas un engagement durable. Pour comprendre pourquoi c'est ainsi, il faut remonter aux années 2010. Les normes anti-pollution en Europe ont commencé à se durcir, forçant les constructeurs à investir massivement dans l'électrique. Mais tous n'avaient pas les mêmes ressources, ni la même vision. Les marques établies essayaient de protéger leurs marges sur le thermique, tout en développant l'électrique. Tandis que de nouveaux acteurs, souvent chinois, arrivaient avec une logique purement électrique, sans le fardeau des usines thermiques. C'est ce décalage qui a créé les monstres de la décote qu'on voit aujourd'hui. D'un côté, des voitures européennes ou japonaises vendues à prix d'or, pour compenser les coûts de R&D, de l'autre, des alternatives plus performantes et moins chères. Et le résultat est brutal. En France, le marché est saturé d'offres de leasing, mais la réalité de la dépréciation est cachée derrière des mensualités complexes. On vous dit que votre voiture gardera sa valeur. C'est faux. Les données montrent que certains modèles électriques perdent 30%, 40%, voire 50% de leur valeur en 3 ans seulement. Et ce n'est pas parce qu'elles sont mauvaises. C'est parce que la technologie évolue si vite et que la concurrence est si féroce que les modèles de l'année précédente deviennent obsolètes avant même la fin du leasing. Vous, maintenant, vous êtes le dernier maillon de cette chaîne. Vous êtes celui qui paie pour cette inefficacité. L'industrie, elle, se protège. Elle utilise des mécaniques complexes, des financements opaques, des campagnes marketing agressives pour vous faire croire que vous faites le bon choix. Mais derrière le vernis, il y a une réalité bien plus sombre. Une course à la rentabilité qui se fait au détriment de la qualité, de la sécurité et de votre portefeuille. Et c'est exactement ce que je vais vous démontrer avec ces 8 exemples. Pour bien saisir ce qui se joue sous le capot de ces nouveaux modèles qui s'effondrent sur le marché, il faut quitter la brochure commerciale et regarder la réalité physique de nos motorisations modernes. Tout se résume à une équation de gestion thermique et d'intégration logicielle. Prenez une batterie de traction moderne. Ce n'est pas un simple réservoir d'essence qu'on remplit, c'est une immense usine chimique vivante, semblable à une ruche de milliers de petites piles de smartphones soudées entre elles.
Si une seule de ces cellules surchauffe de quelques degrés à cause d'une mauvaise isolation ou d'un algorithme de charge trop agressif, c'est tout le pack qui entre en agonie. L'effet Joule transforme alors votre accumulateur en une véritable bouilloire sous pression. C'est exactement l'origine des rappels massifs qu'on observe chez des constructeurs comme Volvo avec l'iX30 Ultra. Quand le système de refroidissement liquide, qui circule comme un réseau de petites veines autour des cellules, n'arrive plus à évacuer les calories, le risque d'emballement thermique devient réel. Pour éviter l'incendie dans votre garage, la seule solution de l'usine est de brider électroniquement la capacité de charge à 70%. Imaginez acheter un réservoir de 50 litres et voir le pistolet se bloquer à 35 litres pour votre sécurité. C'est cela, la réalité technique derrière les lignes de code des mises à jour à distance. De la même manière, quand on examine le train avant de mastodontes électriques comme le BZ4X de Toyota, on touche à de la mécanique lourde. Une voiture électrique pèse souvent 2 tonnes, soit le poids de 2 petites citadines compactes des années 2000, mais toute cette masse est propulsée par un couple instantané. Les boulons de moyeu, qui maintiennent littéralement vos roues attachées au reste du châssis, subissent des forces de cisaillement colossales à chaque accélération. Si le traitement thermique de l'acier ou le pas de vis est calculé à l'économie, les vibrations finissent par desserrer l'ensemble en roulant. Ce n'est pas une panne électronique abstraite, c'est votre roue qui quitte le véhicule sur l'autoroute. Voilà pourquoi le premier constructeur mondial a dû stopper net ses livraisons. En Europe et en France, les normes réglementaires et les protocoles d'homologation comme le WLTP ou les crash tests Euro NCAP mesurent ces véhicules selon des standards très stricts, bien différents d'autres continents. Par exemple, pour obtenir les fameuses 5 étoiles de sécurité que chaque acheteur exige, il ne suffit plus d'avoir un châssis déformable qui encaisse les chocs. L'Union européenne impose désormais une batterie d'aide électronique active, notamment le limiteur de vitesse intelligent et la reconnaissance des panneaux par caméra. Si le logiciel interne de la voiture, développé à la va-vite à l'autre bout du monde, souffre de latence ou de bugs de lecture, le modèle perd instantanément sa 5e étoile. C'est la mésaventure technique du Cupra Tavascan, pénalisé non pas parce que sa structure est fragile, mais parce que son cerveau électronique est incapable de dialoguer correctement avec la signalisation routière européenne. Le consommateur se retrouve donc à payer le prix fort pour une sécurité théorique qui s'effondre face aux réalités des exigences de notre continent. Maintenant, ce que vous faites concrètement, si vous possédez déjà l'un de ces véhicules ou si vous vous apprêtez à signer un bon de commande chez un concessionnaire. La première étape, impérative et immédiate, consiste à auditer la gestion thermique de votre batterie de traction. Si vous roulez dans l'un des modèles touchés par les restrictions de charge, vous devez manuellement configurer le plafond de charge à 70% dans les menus de l'écran central et non pas attendre que la mise à jour à distance le fasse pour vous. Cette action se fait systématiquement à froid, avant de brancher le câble de recharge à votre borne domestique, pour éviter toute surchauffe interne des cellules dès le lancement du flux électrique. Deuxième étape, vous devez inspecter visuellement les fixations mécaniques, sensibles si vous possédez un modèle lourd sujet aux vibrations de couple. Moteur coupé, roues braquées à fond, un simple contrôle visuel de l'état des goujons et des moyeux permet de repérer d'éventuelles traces de limailles de fer ou de jeu dans l'axe. Un signe avant-coureur que le traitement thermique des pièces d'usine commence à céder sous le poids du véhicule. Troisième étape, concernant l'électronique embarquée et les bugs logiciels récurrents, vous devez opérer une réinitialisation forcée du système d'infodivertissement une fois par semaine. Cette procédure, qui prend généralement 30 secondes, en restant appuyé sur le bouton d'allumage principal, vide la mémoire cache du calculateur et évite que les capteurs d'aide à la conduite ne se déconnectent de manière imprévisible en plein milieu de votre trajet sur autoroute. Quatrième étape, pour protéger la valeur résiduelle de votre investissement, vous devez exiger de votre concessionnaire un relevé écrit de l'état de santé de la batterie, ce qu'on appelle le certificat SOH, lors de chaque passage à l'atelier. Ce document est votre seule arme juridique pour prouver la viabilité de votre accumulateur le jour où vous déciderez de revendre ce véhicule sur un marché de l'occasion devenu extrêmement méfiant. Cinquième étape,
Si vous constatez des dysfonctionnements sur les poignées de porte électriques ou le haillon comme sur le Tavascan, lubrifiez préventivement les joints et les mécanismes physiques avec un spray silicone neutre. Cela limite la résistance mécanique que le petit moteur électrique doit vaincre, prolongeant la durée de vie d'un composant électronique conçu à l'économie et dont le remplacement hors garantie vous coûterait une fortune. Parlons maintenant d'économie réelle et de chiffres transparents. Vos coûts pour ces opérations de maintenance préventive à la maison s'élèvent à environ 15 € par an, le prix d'un produit d'entretien de qualité. Le garage, lui, vous facturera l'équivalent de 250 € pour un simple diagnostic électronique et une inspection visuelle de routine, tous les 20 000 km ou chaque année, sur une distance de 100 000 km en évitant les pièges des forfaits d'entretien spécifiques aux véhicules électriques imposés par les réseaux officiels. Vous économisez précisément 1 250 € de main-d'œuvre et de fluide surfacturé. Un avertissement clair cependant. N'appliquez jamais de charge rapide en courant continu si la température extérieure dépasse les 35 degrés ou si vous venez d'effectuer un long trajet autoroutier à haute vitesse. Cette interdiction est vitale pour les chimies de batteries sensibles aux emballements thermiques. Forcer un courant de forte intensité dans un accumulateur déjà chaud accélère la dégradation irréversible des anodes en graphite, réduisant la capacité utile de votre voiture de près de 15% en seulement 2 ans. Il s'agit ici de protéger ce qui a de la valeur, votre argent et votre sécurité, face à des choix d'ingénierie dictés par la réduction des coûts industriels. Pour mesurer l'ampleur du séisme financier, regardons les chiffres réels des parcs d'entreprises et des flottes de location longue durée en France. En 2025, une grande compagnie de transport lyonnaise a intégré une vingtaine de ses SUV électriques premium dans sa flotte de direction. Après seulement 12 mois d'exploitation et à peine 30 000 km au compteur, la valeur de revente estimée par les experts comptables a chuté de 48% par rapport au prix catalogue. C'est un gouffre financier inédit. En comparaison, sur le marché nord-américain ou dans les pays du Golfe où l'essence reste bon marché et les contraintes de bonus-malus inexistantes, ces mêmes modèles ne représentent qu'une ligne anecdotique dans les bilans, car les subventions étatiques ne viennent pas masquer artificiellement le coût réel du véhicule. En France et dans l'Union européenne, le système fiscal pousse les entreprises à verdir leur catalogue à marche forcée via des avantages sur la taxe sur les véhicules de société. Mais la réalité du marché de l'occasion rattrape brutalement cette logique comptable. Personne ne veut racheter ses ordinateurs sur roue après 3 ans de vie. Prenons l'exemple de marques comme Polestar, Cupra ou même Renault, avec sa Mégane E-Tech, pour maintenir l'illusion de volume de vente décent. Les structures de distribution se livrent à ce qu'on appelle, dans le jargon des immatriculations tactiques. Le concessionnaire immatricule la voiture à son propre nom, l'utilise comme véhicule de démonstration pendant 3 mois, puis la revend sur le marché parallèle avec une remise immédiate de 25%. C'est une dilution massive de la valeur du produit neuf. Le client qui a acheté sa voiture au prix fort le premier jour voit la valeur de son propre bien s'effondrer à cause des pratiques de déstockage de la marque elle-même. Plusieurs enquêtes de magazines automobiles indépendants européens et des analyses de cabinets spécialisés comme l'Argus confirment cette tendance lourde. Les valeurs résiduelles des véhicules électriques de première génération, non dotés d'une infrastructure de recharge propriétaire, s'effondrent 2 fois plus vite que celles des modèles thermiques ou hybrides équivalents. Ce n'est pas une invention de journaliste. C'est une réalité statistique documentée par les assureurs et les banquiers qui financent ces flottes. La logique de ce système est implacable. Les constructeurs ne cherchent plus à fabriquer des voitures qui durent 20 ans. Ils cherchent à alimenter un cycle de renouvellement permanent, basé sur l'obsolescence technologique et le recyclage des composants. Les marges ne se font plus sur la vente du métal ou des boulons. Elles se font sur les services connectés, les extensions de garantie obligatoires pour couvrir des pièces électroniques introuvables ailleurs, et sur les pénalités de restitution des contrats de location. C'est un modèle économique calqué sur celui de la téléphonie mobile. Quand vous achetez l'un de ces modèles au moment de son lancement, vous n'achetez pas un outil de mobilité durable. Vous financez la phase de test d'une technologie en cours de développement. La prochaine fois que vous passerez devant la vitrine d'une